Alors la vidéosurveillance, on peut distinguer peut-être au moins quatre grands types d'usages. Et je mettrai en fait en dernier celui auquel on s'attend en premier peut-être, hein, qui est d'une manière ou d'une autre de nous protéger ou nous aider à lutter contre la délinquance, l'insécurité, certains ont dit le terrorisme même. Il y a d'autres usages qui sont beaucoup plus importants. En premier, je dirais, la vidéosurveillance, ça peut servir à faire élire un maire. C'est un enjeu politique local majeur. Pourquoi est-ce que certains élus ont fait ça dans le temps? Dans quel type de ville? Des grandes, des moyennes? Aujourd'hui, pourquoi des petites villes ou des villages? Pourquoi parfois même des villages où il se passe objectivement à peu près rien du tout? Tout ça mérite attention. Et bien, deuxième, la vidéosurveillance, ça fait tourner le commerce. C'est un business, ça fait partie de ces nouvelles technologies de sécurité, mais qui font aussi partie de ces nouvelles technologies tout court, hein. C'est un ensemble, il faut regarder qui les produit, quand, où, pourquoi, pour les vendre à qui, avec quelle stratégie, avec quel marketing. On a un secteur industriel et qui régulièrement fait passer dans le civil un certain nombre de technologies. Il y a aujourd'hui ce que les industriels appellent la vidéosurveillance intelligente, avec guillemets dans le texte bien sûr, c'est-à-dire des logiciels qui vont équiper, repérer des mouvements, reconnaître des visages, etc. Et puis il y a de toute façon déjà, on sait que c'est comme ça dans le marketing industriel, il y a déjà l'étape d'après qui est prévue, hein. Vous savez que quand on achète le numéro 3 du téléphone portable Tartampion, il est programmé pour devenir obsolète et le 4 suit déjà, hein. Et au moment où on commercialise le 3, le 4 est déjà technologiquement au point. Bien. C'est un petit peu ça aussi ce qui se passe ici. Donc actuellement, la vidéosurveillance dite intelligente, la reconnaissance, tout ça, en fait, est prêt depuis longtemps, hein, puisque déjà après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, un certain nombre d'aéroports se sont équipés. Donc c'est actuellement ce qui est en plein boom au niveau commercial, mais qui est en fait donc technologiquement déjà un peu ancien. Et la prochaine étape est déjà prévue et arrivera certainement, ce sont les drones, hein. Ça qu'on finira par nous dire de toute façon, les caméras qui sont fixes, au bout d'un moment c'est forcément limité, on ne peut pas en mettre dans toutes les rues, etc. Alors que le drone, lui, il est mobile, il va partout, on peut le changer selon les besoins, tout ça. Troisième aspect, je dirais, ça sert probablement à apaiser dans une partie de la population le sentiment d'insécurité. Dans toutes les villes ou les villages où j'ai pu enquêter, on trouve une partie de la population qui se sent davantage fragile en réalité, hein, davantage menacée, davantage inquiète. Bien. Et cette population exerce au fond quelque part aussi une forme de pression sur les élus, mais on peut penser que ça participe au fond à répondre et peut-être à tranquilliser certaines personnes. Enfin, on arrive à la quatrième réponse. Est-ce que la promesse de sécurité est tenue? Il y a deux types de dispositifs, on va dire, qui existent. Il y a d'abord le fait d'enregistrer des images au cas où elles seraient par la suite demandées par des policiers ou des gendarmes pour les aider dans leurs enquêtes. Et puis par ailleurs, il y a le fait d'embaucher des gens pour regarder à longueur de journée des écrans. Donc ce sont deux choses tout à fait différentes. Que j'étudie là aussi à travers à la fois au plan national dans le livre et à travers trois terrains, trois études de cas dans une petite, une moyenne et une grande ville. La moyenne et la grande ont un dispositif de visionnage en direct. La petite ville se contente d'enregistrer les images au cas où les gendarmes viendraient le demander. Alors au niveau de l'enregistrement, ce qu'on peut dire, des images qui sont utiles, entendons-nous bien, hein, utiles ça ne veut pas forcément dire décisives. La plupart des images qui sont réquisitionnées, j'ai lu, évidemment, tous les registres, etc. La plupart des images qui sont réquisitionnées ne cherchent pas à visionner le visage d'une personne, mais plutôt la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Donc c'est un élément dans des enquêtes, parmi d'autres. Je dis ça, c'est important parce que dans le marketing de la vidéosurveillance, il y a l'idée ce que j'appelle le vidéo flag. L'idée que la tête de la personne, en grand, en train de regarder l'écran, « Bonjour, c'est moi, je vais braquer la pharmacie, etc. » Bon, ce qui, évidemment, n'arrive quasiment jamais. Donc c'est plutôt des images qui vont être un élément dans une enquête, qu'on va confronter ensuite à un témoignage, un alibi. Nos journaux sont remplis de ces communiqués qui arrivent aux rédactions lorsqu'on a la belle affaire. Voilà. Mais la question, c'est de sortir du fait divers pour regarder l'activité de l'ensemble de la police et de la gendarmerie sur toute l'année, sur toute la ville. Et de se demander dans combien de cas, dans quelle proportion, eh bien, véritablement, des images de vidéo ont été utiles. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que selon les villes, eh bien, les images collectées par les caméras de rue sont utiles dans une proportion qui se situe entre 1 et 3% de l'ensemble des enquêtes que les policiers ou les gendarmes font sur la ville en question. Donc ça n'est pas nul, mais c'est vraiment tout petit.
Dès lors, la question qui se pose ensuite légitimement, c'est celle au fond du rapport coût-avantage, hein. Le jeu en vaut-il la chandelle? L'argent qui est investi, l'argent public qui est investi là, mérite-t-il véritablement? Est-ce que c'est là qu'il est le plus utile? Ça pourrait être sur d'autres aspects, par exemple en embauchant des personnes, plus de policiers municipaux, d'agents de surveillance de la voie publique, ou peut-être même d'autres actions, des actions de prévention. Dans chacune des villes que j'ai étudiées, on constate par ailleurs que les professionnels, les élus disent « nous manquons d'effectifs dans tous les services de proximité au fond à la population ». Il n'y a quasiment pas de détection d'actes de délinquance de voie publique en direct, quasiment pas. Les gens restant en place, en réalité, ils détournent le système pour faire autre chose avec. Surveiller la circulation, le trafic routier par exemple, ou ça peut être, ce qui se pratique dans aujourd'hui de plus en plus de villes, la vidéo-verbalisation. C'est-à-dire qu'en réalité, on détourne le système, non pas pour protéger les citoyens de la délinquance de voie publique ou du terrorisme et autres sottises, mais en réalité pour accroître le niveau de répression de la délinquance routière. C'est-à-dire toutes les petites infractions qui concernent beaucoup de ces citoyens, évidemment. Stationnement gênant, franchissement de ligne continue, passer le feu à l'orange, etc. C'est sans doute l'avenir du système, c'est évidemment ce qui est le plus rentable. Ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est évidemment pas comme ça que le système est présenté à la population. On peut même dire qu'il y a une forme de mensonge politique. Il est probable que l'avenir du système, en réalité, soit plutôt celui-là, c'est-à-dire une vidéo-verbalisation accrue des gens. Quant à l'idée selon laquelle la vidéosurveillance, d'une manière ou d'une autre, contribuerait à nous protéger du terrorisme, là on peut dire que c'est soit une grave sottise, soit véritablement un gros mensonge. Qu'est-ce qu'on constate systématiquement à chaque fois qu'il y a un attentat? On retrouve après coup des images de l'auteur en train d'arriver, en train de faire un repérage, ou dans les rares cas où il n'est pas mort lui-même, en train de se sauver. La belle affaire, tout le monde est déjà mort.